l'époque, c'était la guerre d'Algérie. Et moi, je ne voulais pas me battre pour des histoires que ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai joué un peu les dingues, je me suis ouvert les veines, ils m'ont envoyé chez les fous à Marseille. Et que les fous, peu cher eux, ils ont vu un mec qui était adorable. Tous les soirs, je leur faisais faire des conneries pas possibles. Il y avait un cabot, tu sais, le cabot, c'est le lieutenant qui dormait avec nous, là, chez les Barjots, là, un enculé fini. Et alors, moi, je motivais les vrais Barjots, là-bas. Je les faisais chier dans un seau, et quand ils dormaient, le cabot, là, l'enfoiré, j'étais le seau de merde sur la figure. Des conneries pas possibles. Et quand je suis parti, après, tu vois, ils m'ont fait de la peine parce qu'ils étaient tous peu chers. Il y avait de tout, hein, des mecs un peu barjots, dans les familles abandonnées aussi. C'était assez triste. Et puis après, je me suis cassé. Voilà. En fait, on est arrêté à Toulouse quand je suis avec mes amis, dont le Belge, tout ça. Et on venait voir des copines qu'on avait, tu sais, qui travaillaient dans le cabaret, là. Et par les téléphones, les condés, ils ont compris que peut-être ses copines, tu vois. Donc on se passe la soirée tranquille là-bas, puis d'un coup, ils déboulent une vingtaine de condés, là. On tombe dessus, toute la boîte fracassée, et on se retrouve en prison. Et voilà, moi j'étais condamné à mort, donc mes amis, eux, ils n'ont rien à reprocher, à part la bagarre, donc ils sont libérés. Mais moi, ils me mettent à la station de condamné à mort, là. 4 matins qui me surveillent du matin au soir, parloir, machin, voilà. Et il fallait que je m'évade parce que si je partais au Baumette, je savais que l'évasion était un peu plus dure. Donc j'ai dit, allez, il faut partir. Et voilà, j'ai dit à mon avocat polac à l'époque, j'ai rajouté pour mettre une affaire sur le cul au juge, tu vois, j'ai dit que je reste encore un peu là. Il avait compris, hein, il m'a dit, bon, t'inquiète pas, on va sortir quelque chose. Donc il a sorti un truc. Alors, le juge, il ne voulait pas, il voulait se débarrasser de moi, mais enfin, quand même, il m'a gardé un petit peu, ça m'a suffi, un mois ou deux, je crois. Et moi, j'ai préparé mon évasion, mais c'était un petit peu aussi la circonstance, parce que quand tu étais tout seul dans une cellule surveillée du matin au soir, c'est quand même assez difficile d'avoir les éléments pour pouvoir t'évader. Et la fatalité, un jour, je suis au parloir avec ma soeur, là, et il éclate une bagarre dans le parloir, je sais pas, le mec avec sa famille, tout ça, bagarre générale. Les matons se précipitent, donc je suis un peu seul. Et il y a un noir qui me vient, il me dit, écoute, je sais qui tu es, j'ai entendu parler de toi. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux compter sur moi. Moi, dans un premier temps, je me dis, il ne me connaît pas, il me demande si je peux compter sur lui, je me méfie un peu, je suis un peu réticent. Je dis, bon, ça va, puis je laisse tomber. Mais ce noir, il se trouvait au 2e ou 3e étage au-dessus de moi. Et un jour, il m'appelle, il me dit, Tony, il me dit, tiens, si tu veux des cigarettes, tu comprends qu'il y a quelque chose, tu vois. Il me dit, mets ta balayette. Je mets la balayette à travers les grilles et il m'envoie son yo-yo. Et de là, je réceptionne et je prends le paquet de cigarettes. Dedans, il y a un billet. Il me dit, voilà, écoute, j'ai entendu parler de toi, je sais que tu es un mec bien. Il me dit, moi, je n'ai pas pour longtemps, pour peut-être un mois ou deux, je vais sortir là. Et j'ai un maton dans la poche qui me rentre un peu ce que je veux. Voilà, il me rentre mes cigarettes, tout ça, si tu as besoin. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les cigarettes. Ça ne vendait pas les cigarettes. Je te parle d'une époque, c'était les roulés, tout ça, tu comprends. Ils te vendaient le papier à rouler, le tabac. Donc je faisais dans ces cigarettes, et voilà, comme ça. J'ai calculé, j'ai gambergé. J'ai dit, ok, ça va. De là, j'ai fait préparer des paquets de cigarettes avec des lames de scie à l'intérieur, de la longueur du paquet. Et j'ai fait monter la cartouche à la femme de ce noir, qui par la suite, par le yo-yo, m'a envoyé des cigarettes et j'ai récupéré mes lames de scie. Voilà. Et pourquoi des morceaux comme ça? Parce que comme j'étais fouillé du matin au soir, c'était catastrophique de pouvoir planquer quelque chose. Quand tu es surveillé, les matins, ils te démontent ta cellule. Hein, quand tu es en promenade, ils t'arrachent tout, ils te démontent tout, je ne peux rien garder. Voilà, donc après j'ai planqué ça, parce qu'à l'époque, les tubes de dentifrice, c'était pas en plastique comme maintenant, tu sais, c'était fermé, tu vois comme je veux dire là, tac. Au début, je les ai planqués là, ça passait, puis après, je les ai planqués ailleurs, parce qu'il fallait bien que... Et voilà, et le soir, comme il fallait que je scie mes barreaux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calculé au niveau des rondes. Au niveau des rondes, le matin, la première ronde, c'était moi en premier, d'accord, il prenait que son chien. Et moi, à travers l'œilleton, comme avec un morceau de glace, là, je le suivais les yeux. Et quand il montait les escaliers, de suite, pour faire les étages,
J'allais, je scie mon barreau doucement. Mais scier un barreau avec ça, tu ne peux pas scier un barreau. C'est pas possible. Alors qu'est-ce que j'avais fait? J'avais des placards en bois, avec deux montants en bois, avec le truc pour mettre la serviette par-dessus. Donc les deux montants, j'en avais démonté un, j'avais fait une petite encoche, et je glissais ma lame dessus dedans, et ça me faisait, tu vois, un machin. Et là, doucement, doucement, les copains à côté, il y avait beaucoup d'Espagnols, tous, je leur faisais chanter les flamencos et compagnie, là-bas, je leur donnais des bières, et ils chantaient, et moi, en avant, en avant. Je calculais ma ronde quand le matin il redescendait, j'arrêtais tout, et voilà. J'ai dû mettre une semaine, tu vois, à peu près, pour calculer. J'ai coupé mon barreau 3/4. Le dernier morceau, je me le réservais au dernier moment. Et voilà, à mes amis, je leur ai dit, bon, allez, tel jour, à telle heure, à 1h du matin, fatalité. 1h du matin, un orage pas possible. J'ai fini de couper mon barreau. J'ai préparé ma corde pour sauter le premier mur, parce que moi je leur ai dit, ne vous inquiétez pas, il y a 2 murs à Toulouse. Le premier, je le passe moi, parce que le premier, il y avait un mirador au-dessus. Et le matin, la nuit, il partait dans le deuxième mirador qui était donné dans la rue. Donc si tu veux, moi il me fallait un crochet pour attraper la grille du mirador en haut. J'avais pris le crochet d'un seau, tu sais, à l'époque on avait des seaux en fer, tu sais, avec la hanse. Voilà. Alors si tu veux, je suis prêt tout, ma corde, mon crochet et tout. Et à l'heure dite, à peu près 1h moins le quart, une orage pas possible, putain, tu vois. Parce que moi j'avais dit, quand vous entendrez le clocher, il y avait un clocher à l'extérieur. 1h, je serai dehors. Et là, putain, cet orage, plus de clocher, plus rien. J'ai dit, putain, comment je vais faire, tu vois. Et la fatalité, coup de chance, il passe le matin à la ronde. Alors j'y vais, j'ai dit, oh putain, j'ai mal aux dents, je ne peux plus, tu peux pas me donner un cachet? Alors il me dit, ouais, tiens, il me dit, donne-moi une enveloppe, je te les mets dans l'enveloppe. Alors sur la porte, il m'a passé 2 cachets, et j'en profite, il m'a dit, moi, quelle heure il est au fait? Il m'a dit, c'est 1h. Je le laisse partir, monter les étages, là j'enlève mon barreau, je saute. J'avais donné à mes amis un signe, j'ai enverré ta petite pierre qu'on recevait dans la rue, tu vois, au niveau du poutre électrique. J'ai envoyé les pavés, j'avais sauté le premier mur, et là, le bâton du mirador, il me voit, il dit, halte là, halte là. Alors moi, pour lui faire peur, j'ai dit, tirez-y dessus. Il s'est mis à apparaître dans la cabine. Mes amis m'ont envoyé la corde et hop, je suis monté comme un lapin et direction l'Espagne, à la frontière. De là, j'avais des Basques, tu vois, qu'on connaissait, des gentils garçons, qui m'ont pris, m'ont fait passer par les campagnes. Là, et mes amis m'ont récupéré. En Espagne, j'avais déjà tout préparé, la planque, la cavale et tout. Voilà. Qu'est-ce que ça fait de s'évader? De s'évader, c'est quelque chose. C'est une sensation qui n'existe pas nulle part, je pense. Voilà. Parce que moi, souvent, j'ai failli mourir par les balles, par les condés. Mais l'évasion, putain, l'évasion, c'est surtout quand tu es mort. Quand dans la mort, par contre, tu vas, c'est 20 ans ou 15 ans de prison. Là, tu t'en vas, hein, tu laisses ce monde de malheur, de lèpre où j'étais moi, tout ça comme un chien, là. Et quand tu es sur le mur, c'est ça, c'est le plus beau, c'est là. Mon ami me disait, ah, on te met une échelle et tout, je dis, quelle échelle, laisse tomber là. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de regarder, tu sais, à l'intérieur, tous les murs là. Je voyais les fenêtres comme des niches où on met les cadavres, tu sais, là, dans les cimetières en Espagne, ils font beaucoup ça. J'ai quitté ce monde de lèpre là, je disais, ciao. Puis alors c'est le pied, après tu t'en vas. On est partis comme des dingues. Les Basques m'ont pris en main, ils m'ont fait passer la frontière. Et voilà, arrêt à bord, quand tu es à l'Espagne, le champagne nous attendait. Et voilà. Alors voilà, moi, ma vie, c'est vrai, ça a été le banditisme toute ma vie. Partant de là, j'ai commencé comme tous les petits, les enfants, à voler du plomb, du cuivre. J'avais 14 ans, et puis après, avec les copains, on a commencé à prendre le coffre des usines et tout. Et puis, de fil en aiguille, comme moi, j'étais tout le temps un peu le plus fou, le plus courageux. Voilà, après que certains amis, on s'est reliés, on est devenus des amis, des gens qui avaient la réflexion, qui avaient le courage. Et de là, bon, on est devenus des braqueurs professionnels. Voilà, et ça a duré pratiquement toute ma vie, à part les années de prison, évidemment. Il y a quand même 30 ans à la clé. Hein.
c'est pas rien. Mais enfin, tout ceci pour vous dire que ça fait partie de ma vie. J'aurais pu mourir 100 fois dans les guerres ou dans les règlements de compte par les condés qui m'ont combien de fois allumé. Mais je m'en suis tiré, et puis voilà, hein, maintenant je ne regrette rien. Question de me dire, regrettez votre vie. Moi, je dis tout le temps qu'il y a des braves gens dans tous les milieux, chez les voleurs, chez les travailleurs, chez n'importe qui. Voilà. Donc, je pense faire partie des braves gens dans mon milieu. Je respecte tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, bon, peut-être que j'ai la possibilité de m'en sortir en écrivant. Qui sait, hein? Grâce à Ring. Alors, il y a des choses rigolotes quand même dans notre prison, c'est qu'on arrive quand même à s'évader par des moyens modernes, malgré tout, hein. Un hélicoptère et tout. Mais là, j'étais au QHS de Luynes, à Marseille. Et bon, on était 2 ou 3 pour se faire à la belle. Et on avait un ami dehors, Pascal Pailly, qui est en prison pêcheur aujourd'hui, depuis 10 ans maintenant, qui a dit, il n'y a aucun problème, je viens en hélicoptère. Voilà. Donc nous on était au QI, on se débrouillait plus ou moins, tu sais, à se faire mettre à la cour, il fallait qu'on soit seul. Mais on se dévadait que le maton, tu vois. Parce que dans les QHS, en principe, c'est toujours les mêmes matons qui te gardent. Donc automatiquement, il se naît quelque chose. Hein. Espèce d'entente entre nous, hein. Des fois, voilà, les matons disaient, bon, ça va. Hein. Des fois, ils n'avaient rien fumé, on donnait des cigarettes, on faisait un gâteau, ils partageaient. Donc pour aller à la cour, le directeur il avait dit, bon, ici, mettez-les à 2 ou 3 si vous voulez. Donc c'est arrangé quand on a su que Pailly allait venir avec l'hélico pour être dans la cour. Mais moi, mon avocat me dit entre-temps, Tony, écoute, tu viens de faire 5 ans de prévention, normalement, on ne peut plus te garder. Il y a ton ami qui est là, qui vient de passer un tribunal pour sa demande de liberté provisoire. Le président la met dehors justement parce que ça fait 5 ans. Je lui ai demandé pour toi, il dit mais aucun problème, que celui-là n'a qu'une affaire, demandez-moi la provisoire, je vous le mets dehors. De là, moi j'ai dit à mes amis, bon, moi je ne pars pas, mais s'il y en a un qui prend de ma place, donc je fais partir un ami, Franck Paletto, tu vois, voilà. On était à la cour. Et ce jour-là, putain, alors il y a des choses qui sont bizarres. Hein, tu vois. Un de nous trois a dit, il y a du vent, il ne va pas pouvoir se poser l'hélico et tout. J'ai dit, oui, il va pas se poser, qu'est-ce que tu racontes? Comme il va, j'ai dit, t'inquiète pas pour couper avec la disqueuse, là, le grillage en 2 coulées gros. J'ai dit, il nous fait le trou, c'est pas un problème. Et voilà, mais ici, il y a tout le temps des gens qui sont pessimistes et d'autres optimistes. Moi, je suis plutôt optimiste. Et à un moment donné, la fatalité, des fois dans la vie, c'est complètement con, il vient une cacarinette qui se pose sur moi. Coccinelle. Nous, on dit cacarinette dans le midi. J'ai dit cacarinette, je dis, voilà, je dis, elle est partie, je dis, allez, c'est bon. 2 minutes après, on entend les ailes de l'hélico, tu vois. Il s'est posé, notre ami, il a fait 2 coups de tronçonneuse, scapa, et dans un autre bâtiment, il y en avait un autre aussi, un ami à nous, qui lui ont lancé la corde, il a monté tout, et l'hélico, il s'est fait la main, là. Et voilà. Et après, le directeur, il est venu. On ne sortait plus de la cour. Il avait tellement peur de quelque chose, tu sais, j'étais un directeur un peu. Il était là. Moi, j'ai dit, bon, moi j'avais calé la porte de la cour pour pas qu'il vienne, c'est comme des fois ou quoi. Ils peuvent venir armés. Donc j'avais coincé la porte de façon qu'ils ne puissent pas l'ouvrir de l'extérieur. Mais ils ne sont pas venus, ils sont venus après, 1 heure après. Enfin voilà, quoi. Mes amis sont partis. Moi, je suis resté comme un con parce qu'après, le président des assises, comme il avait vu que mon ami avait été libéré pour les 5 ans de prévention, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé le dossier, c'est-à-dire que je ne pouvais plus poser de provisoire. Voilà, donc j'ai été bourri. Il a fallu que je passe en procès et j'ai pris un paquet d'années qui sont tombées au fur et à mesure avec la cassation. Parce qu'à Paris, ils ont quand même dit, mais c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas un gramme de drogue, il n'y a rien, vous leur donnez des 20 ans. Hein? Donc j'ai obtenu la cassation. De là, ils m'ont enlevé quelques années de prison. Je suis tombé à 18 ans. Et j'en ai fait 11, et je suis sorti grâce à mon premier roman, Taxi pour un ange, grâce à Ploquin qui est venu, tout ça après, tu vois. Et de là, le directeur, qui était un mec assez bien, il m'a dit, bon allez, je vous donne la liberté provisoire. Mais le procureur, il est venu dans la prison parce qu'une liberté provisoire,
Une conditionnelle, c'est un tribunal dans la prison. Donc il y a tous les magistrats qui sont là, tout ça, procureur, juge et tout, et ils me disent c'est bon ou pas bon. Alors moi, on pose la question, on décousu, et il a fait 11 ans de prison, QHS et tout. Aujourd'hui, il a écrit un livre, le directeur, banco, banco, banco. La procureure, elle s'est levée, elle a dit mais monsieur Cossu, à peine sorti la porte, ça va devenir un trafiquant notoire. Elle m'a tué, mais elle en a trop dit. Elle a exagéré, tu vois. Tant et plus que les magistrats n'ont pas suivi. Ils m'ont donné la liberté provisoire, le procureur a fait appel, mais ça a été rejeté. Et je suis sorti, tranquillos. Et je suis monté après à Cognac parce que j'avais reçu un prix intramuros pour mon livre Taxi pour un âge. Voilà. Ben, il y a des gens comme le gang des Lyonnais, tu as Christo, tu vois, qu'on appelle le gang de bœuf, tu vois. Il y a des anciens que je vois, le gang de Lyon, ce sont des gens qui sont des amis, Momo Vidal, tout ça, tu vois. Quand ici je viens, là j'ai pas eu l'occasion, je revois aussi Michel Lepage, tu vois. C'est un garçon qui a fait pas mal d'années de prison aussi, à peu près un peu plus jeune que moi peut-être. Il y a William Perrin qui est plus vieux que moi. Avec lui, on faisait les chambres fortes, tu vois. Voilà, là, c'était l'époque où il n'y avait pas d'ADN, il n'y avait rien. On passait le week-end ou 3 jours dans une chambre forte et on vidait tous les cofios. Et à nous, l'or, les lingots, les diamants. Voilà, donc si tu veux, les anciens, je revois, tous ces gens-là, on se revoit, on a toute amitié. Parce que là, contrairement à la drogue, le voleur, le braqueur, c'est plus profond l'amitié. Voilà, il n'y a pas ce commerce, tu sais. Là. Parce que quand tu es sur un braquage, vous êtes 5, tu fais 5 parts. Il ne faut pas écouter les histoires de romans, de dire il y a le 10%, c'est complètement bidon ça. Sur un braco, s'il y a 5 mecs, il y a 5 parts. S'il y en a 10, il y a 10 parts. Et encore des fois, moi ça m'arrivait d'exiger des parts pour les gens en prison qui auraient dû être là, tu vois, entre-temps. Il y a eu un malheur, donc les avocats en prison. Alors si tu veux, voilà, il y a quand même ce truc-là, et c'est pour ça que c'est un truc qui est assez fort, et qu'on se rejoint, on se voit à l'amiable, tu vois, on mange tranquille. Hein. D'ailleurs, ça m'avait valu une fois un problème grave, et les condés voulaient me mettre en prison. J'avais un ami qui était sorti, il s'était mis dans la came un peu, tu vois. Et comme de temps en temps, quand il passait me voir, en toute amitié, hein, il faisait son boulot, moi ma vie. Voilà, les condés, ils ont pris les photos, ils ont dit, oh putain, il y a Tony, alors c'est lui là. C'est lui le cap, c'est lui qui manipule tout. Alors que j'étais absolument pour rien. Absolument 4 jours de garde à vue infernale. Tu vois, infernal, les connaît, il est persuadé, tout ça. Finalement, le juge, des fois, il y a des juges qui sont bien. C'est comme tout, il y en a très peu, mais là, il avait été cool. Il a dit, mais Cossu, qu'est-ce qu'il va s'emmerder avec ces conneries, tu vois. Il a compris, et j'ai dit, oui, moi, je ne renie pas mes amitiés. J'ai des gens que j'aime, j'ai dit, ils font partie de ma vie. Mais je ne vais pas leur parler pour faire un plaisir. Non, ça je ne le ferai jamais. J'avais dit au juge, j'ai dit, dites-moi, quand vous serez à la retraite, vous avez renié tous vos amis dans la justice, là? Le mec, il m'a dit, ouais, beaucoup quand même. À chacun se voit, le drame, c'est que voilà, ils sont sur un braco pour prendre des sous et pas pour faire du mal. Et si tu veux, ils le prennent mal, pourquoi? Parce que là, ce Condé qui est allongé par terre, ils n'ont rien fait, ils partent que des sous. Peut-être que dans son intention, il aurait mis un voleur, peut-être aussi. Hein? Parce qu'à un certain moment, ce Condé, il a essayé, mais il n'est pas arrivé. Hein? Donc si tu veux, là, il y a tout des maraudes là, ils tuent un ami à eux, qui est le mari d'un des frères, tu vois. Donc quelque part, c'est dramatique pour eux. Là. Ils s'en vont, l'argent, ça n'a pas un problème. Ils emportent leur ami, ils ne peuvent pas le laisser par terre. Voilà. Il y en a qui vont penser que c'est encore du cinéma, c'est pas du cinéma. Moi, j'ai connu ça. Voilà. J'ai connu ça. Emporter un ami en train de mourir. Voilà. Condé, pas Condé, il s'en foutait, on l'emportait. Il avait été blessé. Donc, je veux dire, par là, dans ce que je parle dans ces livres, c'est des histoires qu'à travers mon expérience, c'est des machins que j'ai vécues. Et là, le livre, il part de là, parce que finalement, cette femme, elle adore son frère. Elle sait que c'est un homme entier et tout.
Hein. Elle, c'était la femme d'un voyou, mais c'est pas un voyou, elle est simplement que, voilà, elle ne peut pas accepter qu'on tue son mari comme ça. C'est un point de vue, c'est le leur, et moi je partage ce point de vue. Maintenant, il se trouve, malgré tout, il y a un Condé, c'est un enfoiré fini, mais il y en a un autre quand même qui a de l'expérience, qui a de l'honneur, tu vois. Et puis il se trouve que, comme ça arrive dans la vie des fois, cette histoire que son père, il est en vie grâce au père de l'héros principal. Tu vois, encore des machines qui sombrissent. Tu vois, des histoires que j'aimais comme ça. Ça c'est authentique, ça c'est pas de l'invention. Voilà, ça arrive dans la vie des choses comme ça. Et donc ce Condé, il ne supporte pas finalement que ces voyous partent à la chaise électrique pour des histoires, tu vois, qui ne tiennent pas debout. Et de là, je pense que c'est un amalgame de gens sincères, aussi bien d'un côté que de l'autre, et des enfoirés, voilà. Et ce qui est beau, je pense, c'est que, parce que c'est vrai, il y a l'évasion de l'hélicoptère, des choses que j'ai vécues, donc tout ça, je le retranscris plus ou moins. Et puis il y a cette Niki qui est fabuleuse quand même, tu vois. Elle sait tout faire. Elle adore tellement son frère qu'elle a fait comme lui, elle a appris à conduire l'hélicoptère, elle a appris à tirer, elle a tout appris. Ce qui permet après de sauver son frère malgré tout. Hein. Voilà. Et je pense que c'est une bonne histoire parce qu'il y a de l'authenticité dedans. Moi je ne sais pas raconter des histoires à bracadabranque. C'est d'un vécu, je le transpose, je le change, mais c'est authentique.